en effet, avec Gilles, on devait vous parler de ce sujet. Donc, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué? Peut-on et doit-on arrêter un traitement, notamment en fait, donc, dans les lésions anopérinéales de la maladie de Crohn? Alors, vous allez comprendre très rapidement. Moi, je vais plutôt faire le parti pour en fait ne pas arrêter un traitement, et puis Gilles fera la partie pour arrêter un traitement. Donc, le cas général, c'est vrai, c'est pourquoi vous arrêtez un traitement, finalement, parce que vous allez avoir beaucoup de rechutes, et ça, c'est le cas général dans la maladie de Crohn, hein. On voit les différentes études, alors j'en ai pris deux, en fait, donc un peu représentatives. L'arrêt de l'imurètre dans la maladie de Crohn, attendez-vous à avoir à peu près 50-60% de rechutes, en fait, dans les 2 ans qui vont suivre, en fait, cet arrêt. On a à peu près les mêmes chiffres, en fait, donc sur cette cohorte anglaise, hein, donc où on avait à peu près 50% des patients qui rechutaient après, en fait, donc l'arrêt de l'anti-TNF. Donc, finalement, vous allez conférer à votre risque un patient de rechute. Et quand on regarde les lésions anopérinéales, on n'a pas beaucoup de données. Vous allez voir, finalement, on a très très peu de données spécifiquement dans les lésions anopérinéales de la maladie de Crohn. Il y avait cette toute petite cohorte rennaise, en fait, de 45 patients, où lorsqu'on regardait, en fait, donc la rechute des lésions anopérinéales, vous voyez qu'on a à peu près ces chiffres, en fait, de 50-60% de patients qui vont récidiver une suppuration, notamment au niveau anopérinéal, à l'arrêt de l'anti-TNF, qu'il était ou pas en association avec un immunosuppresseur. Mais de façon plus importante, vous savez que les lésions anopérinéales, c'est un marqueur de sévérité de la maladie de Crohn. Et quand on regarde la rechute globale, luminale et anopérinéale, finalement, c'est la majorité des patients, quasiment 100% des patients, c'était 80% ici, qui avaient rechuté, en fait, donc, dans les années qui suivaient l'arrêt de ce traitement. Alors que quand on regarde en parallèle, finalement, on a ces données dans la maladie de Crohn luminale, et on l'a également dans les zones opérinéales. Quand on n'arrête pas les traitements, nos patients vont bien et rechutent peu. Alors, existe-t-il des bonnes raisons pour une désescalade? Et c'est vrai que quand on parle des escalades, on cherche toujours le meilleur bénéfice-risque de nos patients, et notamment, en fait, donc, les risques qu'on expose d'infection, de cancer, qu'on va un peu revoir. Alors, le premier postulat, en fait, donc c'est toujours la question qu'on nous pose, et parce que c'est un peu l'espoir aussi, finalement, de se dire j'arrête mon traitement. Et Alain nous l'a un peu dit dans les assurances, je vais bien depuis 10 ans, pourquoi je vais déclarer ma maladie? Et c'est pareil, en fait. Donc, si j'arrête mes traitements, dans la tête des patients, souvent, c'est ma maladie est en rémission, elle va pas revenir, en fait. J'arrête pour ne plus reprendre, en fait. Donc, c'est plutôt la question inverse. Et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est pas la bonne question, c'est pas est-ce que je vais récidiver, c'est surtout quand je vais récidiver, hein. Et puis, on a ces bonnes données dans le post-opératoire, où on sait que lorsque l'on s'éloigne, en fait, d'une résection chirurgicale, c'est une majorité des patients qui vont reprendre, en fait, donc des lésions endoscopiques. Vous voyez, dans les séries, dans les centres de référence, c'est quasiment 90% des patients où on va retrouver à long terme, en fait, des ulcérations dans l'intestin. Donc, on sait que c'est une maladie chronique, on sait que c'est une maladie, en fait, dont l'évolution est encore, en fait, donc très imprévisible. Alors, les risques, hein, c'est vrai, hypersensibilité, cancer, infection. On a parlé de Covid aujourd'hui, on en parle tous les jours, en fait. Donc, ça, c'est des risques qui nous préoccupent, notamment chez les patients qui sont sous immunosuppresseurs. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, vaccinez vos patients. Alors, on entend bien, en fait, donc pour le Covid aujourd'hui, pour toute la population, mais on le savait déjà, en fait, pour d'autres infections beaucoup plus fréquentes, en fait, donc chez les patients sous immunosuppresseurs. Le premier titre, en fait, donc c'est les infections pulmonaires et bronchopulmonaires. On a des vaccins, la grippe, le vaccin antipneumococcique, et on a ces études, en fait, qui nous montrent que finalement, on va diminuer de près de 90% le risque de faire une infection pulmonaire sévère, en fait, donc si nos patients sont vaccinés. Donc, ça ne fait que encourager, en fait, pour limiter les risques qui nous font peur, en fait, quand on continue. Alors, c'est vrai qu'on a passé le cancer cutané, on en a parlé un peu dans l'atelier avec Laurent et Jean-Marc, et j'ai envie de vous dire, malheureusement, le mal est fait, hein. Donc, vous avez mis un traitement par immunosuppresseur, que vous l'arrêtez ou que vous le continuez, de toute manière, son risque de cancer cutané poursuit, en fait, donc à être augmenté. Les lymphomes, alors c'est vrai que les lymphomes, on augmente le risque, hein. Ça, c'était les données également aussi donc françaises du SNIRAM, hein, où sous anti-TNF monothérapie, on augmente aussi le risque de lymphome, hein. Il n'y a pas que l'azatioprine. Et puis quand on est en combothérapie, on augmente encore plus ce risque de lymphome. Mais il faut voir aussi caractère un peu absolu des choses, hein. C'est un risque qui est faible, hein. C'est 1 à 2 pour 1000 dans la population, en fait, donc générale. On avait 3 cas, voilà, sous azatioprine, 1 cas, en fait, donc sur 1000 sous anti-TNF, et 6, en fait, pardon, sous combothérapie. L'augmentation du risque cardiovasculaire et les maladies inflammatoires de l'intestin aussi, papier, en fait, donc également aussi récent, et du SNIRAM, en fait, ce risque, en fait, donc il est augmenté, en fait, donc chez nos patients qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. On sait que c'est un risque qui est très lié notamment
à l'inflammation systémique chronique en fait qu'ils l'ont. Et c'est pour ça qu'on a d'autres papiers en parallèle qui disent que continuer le traitement, finalement, c'est pas mal parce que quand nos patients sont traités par immunosuppresseurs et anti-TNF, on va diminuer le risque en fait d'avoir des accidents en fait cardiovasculaires ou emboligènes. Donc bien sûr en fait on a une maladie à risque, elle augmente le cardiovasculaire, mais les traitements aussi peuvent diminuer en fait ces risques. Autre élément très important, et on va voir la proportion aussi que ça peut prendre en fait, la diminution du risque de cancer colorectal. Alors c'est vrai que dans la cohorte Sésame, Laurent avait observé en fait sous azathioprine, donc on diminue à peu près de 50% le risque de cancer du côlon. Il y a des études qui le retrouvent également aujourd'hui en fait sous anti-TNF. Et ce risque de cancer du côlon, c'est finalement un peu une priorité. Quand on regarde les chiffres en absolu, vous voyez, je vous les ai remis, donc il y avait 57 cancers du côlon et 23 lymphomes en fait dans Sésame. Donc finalement de réduire un risque de 50%, il est plus important en fait que le risque augmenté de 1,3, 1,4 en fait de lymphome. Et Laurent avec Julien, je crois qu'il avait fait ce travail sur un travail un peu de modélisation, de prédiction en fait du devenir du patient. S'il continue en fait son traitement par azathioprine ou s'il arrête son traitement par azathioprine, finalement son espérance de vie était, je crois, de mémoire de proche de 80 ans, et il y avait 1 mois de différence en fait avec ou sans traitement. Donc finalement, on peut continuer les traitements de façon assez sereine. Et puis dernier petit point pour nos autorités, et puis j'ai vu qu'il y avait quand même 10 à 20% d'entre vous, et c'est pareil pour nos patients, qui étaient soucieux des coûts des traitements. Vous savez qu'aujourd'hui, ça c'est cette étude qu'on revoit assez souvent qui montre que les transferts de coûts ont été faits sur les biologiques. Mais voilà, c'est plus un problème. Là, je vous ai montré les coups de reine. Donc ça, c'était l'infliximab en fait, de 2011, vous voyez, jusqu'à 2016, chez nous. Et puis, arrivée des biosimilaires, ça devient une goutte d'eau en fait dans le budget de l'hôpital. Voilà. Alors, finalement, est-ce que la question se pose vraiment? Et je vais donner un peu de travail à Gilles. Donc, une maladie active, donc bien sûr, elle ne récidive pas, elle va continuer son évolution. Alors, est-ce que la rémission profonde, en fait, donc éventuellement, nous protège d'une récidive? Donc ça, c'est les données rouennaises, en fait, qui avaient étudié l'IRM et qui retrouvaient que chez des patients dont on poursuivait le traitement, même lorsqu'elles étaient en deep rémission, donc c'est-à-dire en rémission profonde, et c'est ce qu'on voit en fait donc sur l'IRM d'en bas, on voit quasiment plus le trajet en fait donc de la suppuration passée. Il existait quand même un risque de récidive en fait donc chez ces patients. Et si on franchit la grande rivière qui nous sépare de nos Américains, qui est de l'Atlantique, et quand on regarde un peu ce qu'ils recommandent eux de leur côté, clairement ils disent que une maladie périnéale c'est un facteur pour continuer en fait donc les traitements. Donc sur ces éléments, bon courage Gilles. Merci. Je ne sais pas si vous me voyez ou vous m'entendez. On te voit très bien. Bon, parfait. Chez toi. Je te remercie de m'avoir envoyé un variant breton du Covid pour me diminuer et me laisser à distance pour cet affrontement. Évidemment, donc sur la même thématique, moi j'ai choisi plutôt de me mettre un peu du côté finalement des patients, puisque l'arrêt des traitements, c'est quand même un souhait des patients. On l'a vu tout à l'heure aussi avec le topo d'Anne Buisson. Les patients, pardon, ils sont inquiets en fait des effets secondaires, et c'est une de leurs premières inquiétudes vis-à-vis de la maladie. Donc, ils ont un souhait en fait, très clairement, d'arrêter le traitement. Et puis c'est aussi une réalité. Là, dans cette étude, en fait, on regardait l'adhérence au traitement, notamment aux anti-TNF. Alors, peu importe le score, mais si on regarde, finalement, les très adhérents, ils étaient que 25%, les peu adhérents, c'était aussi 25%, et puis la moitié des patients étaient moyennement adhérents. C'est-à-dire que de temps en temps, ils font des espacements, ils sautent des injections, ils réduisent la dose un peu spontanément. Donc, attention, c'est une réalité, et c'est d'autant plus une réalité à cette période, en cette période de Covid, alors probablement encore plus lors de la première vague, où on a eu beaucoup de patients qui ont arrêté spontanément, sans nous le dire, puis on les revoyait à la consultation, qui nous disaient finalement j'ai arrêté mon traitement pendant quelques mois. Donc, en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte et à discuter avec nos patients. Alors, avant d'arrêter complètement le traitement, on peut peut-être proposer quand même une désescalade. On peut peut-être aller doucement dans la diminution de la thérapeutique. Alors, par exemple, on peut, réduire la dose d'immunosuppresseurs. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait avec Xavier Roblin à Saint-Étienne.
sur finalement une diminution de la dose de l'immunosuppresseur alors qu'on était en combothérapie. Et on s'est aperçu que arrêter l'immunosuppresseur, c'était probablement moins bon quand même que de le garder, mais que si on diminuait, et le seuil il était à peu près de 100 de 6 TGN, si on gardait donc chez les patients qui étaient bien équilibrés l'azatioprine avec un seuil d'environ 100 de 6 TGN, et bien finalement on perdait pas grand-chose en termes d'efficacité. Donc diminuer un peu la dose d'immunosuppresseur pourrait être possible, en tout cas, et une option qu'on pourrait envisager. De la même manière, on pourrait imaginer de diminuer aussi la dose de biothérapie. Alors, il y a d'autres études. Je crois qu'il y a une étude rennaise aussi dont on a parlé ensemble en créant le topo. Là, j'ai choisi celle de Saint-Étienne, du derby stéphanois, où on diminuait finalement l'infliximab chez les patients qui étaient optimisés, qui étaient à 10 mg par kilo toutes les 8 semaines. Et puis, on diminuait progressivement en s'adaptant au taux thérapeutique. Et si on gardait en fait une cible correcte de taux résiduel, eh bien, finalement, on pouvait décroître chez quasiment tous les patients sans rechute la biothérapie. Là, c'était l'infliximab. Autre étude qui a été, alors pas encore publiée in extenso, mais qui a été rapportée à ECHO, une cohorte des Pays-Bas, multicentrique, avec une désescalade donc, de patients qui étaient soit sous infli, soit sous ADA, soit sous vedolizumab. Et ils regardaient en fait finalement les bons critères avec lesquels on avait finalement un succès de cette désescalade. Vous voyez que les taux de succès étaient quand même globalement très très bons, mais ils étaient encore meilleurs si on guidait finalement la désescalade sur la calpro et l'endoscopie, donc sur des marqueurs finalement objectifs de rémission de la pathologie. Et ça, c'est un point hyper important à garder. Désescalade, arrêt de traitement, ça ne s'envisage qu'après un contrôle de la maladie. Alors, en combothérapie, on peut carrément même arrêter l'immunosuppresseur. Il y a peu d'études, mais globalement, a priori, lorsqu'on a finalement une maladie qui est bien contrôlée, on peut tout à fait se passer de l'immunosuppresseur dans un certain nombre de situations. Je ne sais pas chez tous les patients, mais c'est vraisemblablement également une option tout à fait possible. Peut-être là un intérêt de doser, par exemple, l'infliximab quand on est en combothérapie. Et on voit bien que si on avait des taux indétectables d'infliximab lorsqu'on arrêtait l'immunosuppresseur, tous les patients rechutaient, puis ça voulait dire globalement que l'infliximab n'avait pas grand intérêt dans le maintien de la rémission chez ces patients, et que si on arrête l'immunosuppresseur qui devait avoir le rôle le plus important, tous les patients rechutent. À l'inverse de patients qui avaient des taux tout à fait normaux ou importants d'infliximab et qui restaient en rémission après l'arrêt de l'azatioprine. Alors, on aura beaucoup de réponses. On a encore quelques questions, parce qu'on a eu en avant-première les résultats de l'essai SPER, donc du GTED, d'arrêt, donc de stratégie d'arrêt du traitement, un magnifique essai qui va nous donner plein de réponses sur finalement la meilleure stratégie pour l'arrêt des traitements, éventuellement, et également aussi les bons critères, comment choisir les bons patients pour l'arrêt du traitement. Mais bien sûr, on aura les résultats, je pense, dans l'année de façon beaucoup plus détaillée. Alors, un autre point aussi qui est important, parce que finalement, les patients, quand on leur dit vous avez beaucoup de risques de rechute lorsque vous arrêtez un traitement, ils nous disent mais alors si je reprends le traitement, comment ça va, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est assez rassurant globalement sur l'ensemble. Vous voyez les chiffres ici, où on a en fait, lorsqu'on reprend le traitement, finalement, la plupart des patients répondent à nouveau à ce traitement. Donc, arrêter, c'est finalement peut-être pas un non-sens dans le sens où ils vont répondre à nouveau à leur thérapeutique. Dans le même état d'esprit, un autre essai du GTED, l'essai Rigen, où les patients arrêtaient le traitement. Alors, soit ils étaient intolérants, soit ils étaient en perte de réponse secondaire à l'infliximab. Il y avait aussi toute une part de patients qui arrêtaient pour à peu près 30% qui arrêtaient pour des raisons personnelles, qui voulaient plus de traitement ou arrêtaient pour une grossesse. Et puis on reprenait l'infliximab après au moins 6 mois d'arrêt du traitement. Et vous voyez que près de 40% des patients, alors même qu'on était dans des conditions difficiles, puisque la plupart étaient donc intolérants ou en perte de réponse secondaire, répondaient à nouveau à ce traitement. Donc ça met vraiment de l'eau au moulin
dans le fait de dire que reprendre un traitement, c'est pas une ineptie. Alors, il y en a quand même un certain nombre qui faisaient des réactions à la perfusion, notamment, on pouvait regarder les anticorps à la 4e semaine post-première injection de reprise, et là, on voyait que c'était très associé à la non-réponse ou à la réaction à la perfusion, la présence de ces anticorps. À la baseline, il n'y avait pas de corrélation avec ces anticorps qui avaient souvent disparu, d'ailleurs, si on avait arrêté depuis longtemps le traitement. Alors moi, je pense qu'il faut être moderne. Il faut être moderne, et peut-être que l'avenir, il est peut-être là-dedans, avec notamment les nouvelles thérapies où on n'a pas d'immunisation, hein, les petites molécules, par exemple. C'est peut-être faire des cycles de traitement, mais évidemment, ce n'est pas les cycles de traitement à l'ancienne. Hein, ce n'est pas l'infliximab à la demande. On sait bien que l'infliximab à la demande, basé sur les critères cliniques du patient, ça se traduit par une immunisation de 100% des patients et un échec à long terme. Là, c'est pas le cas, c'est plutôt vraiment du contrôle très serré. On va faire de la calprotectine fécale, on va faire de la CRP, de la clinique évidemment, éventuellement de l'imagerie, et puis reprendre le traitement dès qu'on voit que ça repart au niveau inflammation. Donc peut-être que l'avenir est là-dedans, bien sûr c'est à définir, mais en tout cas c'est un concept qui est peut-être intéressant, notamment avec nos nouvelles thérapeutiques. Autre point, et si on parle plutôt des LAP, il y a des nouveaux traitements, et notamment les cellules souches. Les cellules souches apportent des résultats quand même très intéressants chez nos patients, et je me suis intéressé à regarder en fait finalement qu'est-ce qu'ils avaient comme traitement concomitant dans l'étude Princeps, donc du Lancet. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement il y en a pas mal. Si vous regardez ici, hein, la dernière ligne du tableau, en fait vous en aviez quand même à peu près entre 20 et 25% qui n'avaient en fait aucun traitement, ni immunomodulateur ni anti-TNF. Donc ce qui veut dire que on a réussi à avoir de bonnes réponses, hein, puisqu'on l'a sur le graphe de droite, des bonnes réponses aux cellules souches, alors même qu'on n'avait pas de traitement anti-TNF ou immunomodulateur. Donc le dogme de dire qu'il n'en faut pas du tout, je ne le remets pas en cause, mais en tout cas, dans cette étude, avec un traitement puissant, les patients avaient quand même une bonne réponse sur leurs lésions anopérinéales. Et puis le dernier point, c'est peut-être que, en fait, si on change l'histoire naturelle, vous savez, avec voilà, les consensus STRIDE et puis maintenant SPIRIT, avec objectif, grâce à nos traitements, grâce à notre prise en charge, de changer l'histoire naturelle de la maladie. Je pense que si on veut aller encore peut-être un peu plus loin, finalement, l'avenir, ça sera peut-être d'arrêter les traitements. C'est-à-dire qu'on va être tellement puissant, on va obtenir une rémission qui va être extrêmement profonde, qui va permettre de changer le cours de la maladie, et peut-être, je l'espère, un jour proposer un arrêt en sécurité à nos patients. Je te laisse conclure peut-être en direct devant l'Assemblée, Guillaume. Ouais, si tu veux. Donc voilà, donc les 3 messages en fait qu'on avait mis pour la fin, pour essayer d'avoir quand même un message un peu clair dans la diminution raisonnable en fait donc des traitements, c'est-à-dire oui, ok, alléger un peu, peut-être passer de combo en mono, diminuer un peu les doses thérapeutiques. Si vous désirez arrêter ou si le patient de toute manière vous l'impose, en fait, je crois que le plus important c'est d'être vraiment en rémission très profonde, y compris en fait donc en imagerie pour les lésions périnéales. Et puis tout arrêt ne veut pas dire arrêt de suivi, donc vraiment suivre de façon extrêmement rapprochée en fait vos patients à qui vous arrêtez les traitements, notamment en fait donc avec des lésions anopérinéales. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci Gilles. Merci à vous.